Moi, j'apprends en regardant l'écran. Quand il me pose des questions, je regarde l'écran et je vois Alexandre Mazia 3 étoiles. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais 3 étoiles. Tant vous réalisez pas trop, en fait. T'es content, mais vous faites une rétrospective sur votre vie, quoi, ce que vous avez fait, l'engagement. Et puis, c'est là que vous prenez conscience. C'est là où, à un moment donné, je me suis arrêté, je suis rentré le soir, parce que, par le coup, on descend la Tour Eiffel. Et descendre la Tour Eiffel, il était quoi, à 19h? Il y a personne. Paris était vide. Je reste à peu près, 1 heure en bas et la Tour Eiffel commence à scintiller. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que nous, à quelques mètres à côté, il y a Bir Hakeim qui est à côté, le pont de Bir Hakeim. Et moi, j'allais jouer au basket au pont de Bir Hakeim. C'était mes premiers streetball, qui était l'endroit où Paris, il fallait jouer. C'est la première fois où j'ai commencé à jouer au basket là, où les gens ont commencé à respecter le basketteur. Et de se retrouver là, des années après, à recevoir votre 3e étoile au pied de ce terrain à Bir Hakeim, c'est juste fabuleux, quoi. Il y avait une espèce de boucle bouclée, en train de vous remémorer tout ce qui s'est passé pour avoir cette magnifique 3e étoile. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral, la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteure de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Une fois encore, je me sens chanceuse de passer un moment privilégié avec une personne comme Alexandre. C'est un grand homme, dans les deux sens du terme. Alexandre a commencé à jouer au basketball à haut niveau avant de se consacrer à 100% à la cuisine. Cette année, Alexandre est le seul chef ayant reçu une 3e étoile à l'occasion de la dernière promotion du fameux Guide rouge. Parce que nous avons enregistré au milieu de son restaurant, vous allez vivre une expérience sonore dans les coulisses du grand chef. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Alexandre Mazia. Bonjour Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît ? C'est un numéro 23. Tu vois, un numéro 23, que j'ai trouvé ça chez un antiquaire. Et en fait, c'est le numéro, ça peut ressembler un peu à des boîtes, tu peux mettre sur des boîtes de rasage ou même sur des vestiaires ou sur des noms de porte. En même temps, c'est le numéro de jeu de Michael Jordan. Donc voilà, c'est ça, tu vois. Puis j'ai même aussi j'ai un fouet et j'ai le Golden State aussi, San Francisco. C'est un porte-clés qui vient dans ton image. Il y a un peu de tout. Voilà. Avant qu'on parle du basket et du fouet de cuisine évidemment, parce que les personnes ne voient pas l'image, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi ? Alors moi je suis né en Afrique au Congo, à Pointe-Noire, à la clinique des Monguiers, 14 ans d'Afrique. Mon père était négociant en bois, ma mère était expert comptable, donc je me suis retrouvé là-bas en Afrique à cette occasion-là. Donc du coup, mon père était donc négociant en bois et donc choisissait les bois tropicaux pour éviter la déforestation, était affrété par le fleuve Congo et repartait ensuite en Europe. Voilà. Et toi, à cette époque-là, t'étais quoi comme petit garçon ? Non, rien de pas forcément, je dirais, j'étais blond, très très blond, voire les cheveux blancs. J'étais un peu plus grand que la moyenne. On habitait à la Côte Sauvage, en face des gorges en face de la mer, pardon. Juste, on était une maison juste à proximité de la maison de Denis Sassou Nguesso, qui était le président du Congo. Toujours encore d'ailleurs, et voilà, donc c'était coucher de soleil tous les soirs. Ma maman, elle avait toujours un rituel d'aller le fameux coucher de soleil chaque soir. Donc voilà, des choses simples, poisson grillé, un peu d'insouciance, beaucoup d'insouciance je pense. Et à cette époque-là, tu te disais quand je serais grand, ça serait quoi tes rêves ? J'avais pas. Alors moi, on me disait, je me rappelle sur un mot d'école, il y a récemment que j'ai sorti. On disait élève rêveur mais qui n'a pas de rêve. Donc c'était un peu compliqué ça, élève rêveur mais qui n'a pas de rêve. C'est-à-dire que j'étais souvent la tête en l'air, mais quand on me demandait à quoi tu penses, je disais je sais pas. Et je pense encore c'est un peu pareil. Je pense que je suis pas un rêveur. En fait, oui, je suis pas un rêveur. Je suis pas quelqu'un qui est expert, qui espère ou imagine quelque chose. Quoi que ce soit d'ailleurs, je pense si je veux le faire, je me construis en tant que tel et je me conditionne. C'est plutôt un objectif. Fonctionne comme ça. Des rêves, oui, parce que en fait, du coup, moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, mais dans le sommeil. Et à un moment donné, les rêves me faisaient peur, donc c'est pour ça que je dormais pas beaucoup. Enfin bref, voilà.
Pour petit mot, on est au milieu de ta cuisine, d'où le bruit et les coucous, mais ça fait partie du charme. Ça fait partie du charme. On peut se décaler, si tu veux, là-bas. Bon, non. Au point où on en est, c'est pas grave. Et est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé ton retour à Paris? Enfin, en France, pas à Paris, mais d'ailleurs à Marseille. J'imagine que ça a dû être... le retour à Paris, c'était pas forcément superbe. C'était l'âge de 15 ans. On me met à une école d'horticulture. Pension, chez les Jésuites, à Eny-Palaiseau. Pourquoi une école d'horticulture? Il faut demander à mes parents. Donc du coup, tu t'es inscrit dans cette pension, école d'horticulture. École d'horticulture, pension. Puis du coup, ça c'est Puis du coup, tout de suite, c'était un peu particulier parce que la pension, c'était pas un domaine à laquelle j'ai été préparé. Dormir sur place, j'étais un peu seul. Enfin, comme beaucoup, je pense, quand ils sont en pensionnat. Mais moi, je venais d'Afrique. Même pas un mois auparavant, j'étais encore là-bas. Donc la rupture s'est faite un peu brutalement, dirais-je. Mais après, on se construit comme ça, voilà. Après, j'ai eu la chance de rencontrer des gens sympas et tout de suite, je pense que comme je disais, le sport m'a éduqué. Tout de suite, je me suis réfugié un peu dans le sport. Il y avait des gens qui jouaient au basket dans la cour. Tout de suite, j'ai joué avec eux. J'ai vu qu'ils étaient sympas avec moi, que je pouvais parler. Il n'y avait pas de différence sociale ni sociétale. Au contraire, même parce que comme j'étais plus grand, ils appréciaient que je jouais avec eux. Est-ce que tu mesures quoi, 1m95? Là, à 15 ans, je faisais 1m87. D'accord. Presque 1m90 à 15 ans. Donc c'était un peu plus grand que les autres. Donc forcément, ça m'a, ils m'ont particulièrement, ça m'a aidé déjà dans la tête, quoi. Ça m'a aidé dans le. Ouais. Et donc du coup, le basket rentre dans ta vie. Tu y joues de plus en plus. Les baskets rentrent dans ma vie. Disons que je faisais aussi du ping-pong, donc tout ce que je faisais en fait, je faisais toujours avec pugnacité. Et, en fait, le basket. Tout de suite, il y avait de la fratrie. On m'a demandé de faire des tournois. Alors c'était génial parce que j'ai rencontré d'autres personnes. Et donc voilà, des tournois, beaucoup de tournois 3-3. C'est quoi des tournois 3-3? Tournoi 3-3, c'est du streetball en fait. C'est du streetball. En région parisienne, il y avait beaucoup de tournois qui étaient sponsorisés par Nike, Reebok, Blacktop Reebok, les Gigalavi qui étaient dans des endroits, des 3-3 qui étaient dans toute la région parisienne. Et en fait, on jouait par catégorie et à la fin, on pouvait gagner on pouvait avoir des sponsors. Donc c'était génial. Donc nous, on a été sponsorisé par Champion, la marque. Donc c'était super parce qu'on avait des suites, des chaussures, des chaussettes gratuites, quoi. C'était top. Et donc à ce moment-là, je me fais détecter pour rentrer en club. Et donc ça s'est fait de cette manière-là. Je suis allé relativement vite, mais c'est un peu ça. Et quand tu as été détecté pour être pris dans un club, comment tu l'as vécu? Moi, c'était super. Après j'ai passé des détections, cadets de l'Europe, avec les meilleurs joueurs de la région parisienne qui maintenant on fait les beaux jours aussi l'équipe de France, comme ça Gifa, Vincent Mazingue, Thierry Rupert, Mustapha Sonko avant, toute cette génération là. Moi j'étais un peu plus jeune, mais voilà, qui étaient l'épopée, entre guillemets, l'épopée parisienne des grands joueurs français, quoi. Donc moi j'ai baigné avec eux, on s'est entraînés ensemble, c'était cool. Et puis après moi j'étais aspiré par autre chose, c'est-à-dire que tout de suite j'ai fait vite l'école hôtelière et forcément je suis rentré dans un autre univers. Pourquoi donc du coup t'as ton bac, tu joues en club mais bon j'allais dire en passe-temps loisir. Comment ça se passe du coup pour toi ce moment de faire un choix d'études? Moi j'ai pas un choix d'études, c'est passé je fais des écoles pour entrer dans les grandes, je fais des concours pour entrer dans les grandes écoles, auxquelles je refuse d'y aller, où je me dis mais qu'est-ce que je vais faire, je me sentais pas à l'aise. Les grandes écoles de quoi? École de médecine, donc santé navale. À l'époque j'avais fait quoi, Henri IV, parce qu'on rentre par dossier comme ça. Donc moi, Mathieu Patspé, tout ça. Donc du coup, c'était pas ma cam. Et même si je respecte totalement, mais c'était pas là où je pense que j'allais pouvoir m'épanouir. Et tout de suite, j'ai dit, je voyais ma grand-mère, j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois, mamie, c'est un peu le bordel dans ma tête. Ça faisait à peine 2 ans qu'on était en France, donc c'était très compliqué pour moi. Et elle m'a dit, t'as qu'à faire de la cuisine, tu m'auras pas de faim, tu verras, c'est sympa. J'ai dit ok, pourquoi pas.
Donc du coup, j'écoutais parce que je passais souvent des étés avec ma grand-mère et mon grand-père, donc je l'écoutais. Donc du coup, le lendemain, je suis allé m'inscrire Santos Dumont, Saint-Cloud, l'école hôtelière, et puis voilà, CAP, BEP, Bac Pro, 1 an chaque fois, mention complémentaire traiteur, mention complémentaire pâtisserie, chocolaterie, confiserie. Après, j'ai même passé un CAP boulanger à Agen quand je jouais au basket, pas très loin à Meillan-sur-Garonne. Donc voilà, j'ai toujours baigné dans l'univers du basket en parallèle, mais la cuisine pour moi a pris un énorme, je sais pas, m'a complètement, je dirais, envoûté par ces profs formidables, par cette ambiance incroyable, les gens fantastiques. Ça a été quoi ton premier contact du coup avec la cuisine, la gastronomie en tant que telle? Premier contact avec la gastronomie, c'était les premiers stages, parce que quand tu es à l'école hôtelière, quand on s'appelle BEP première année, ils font des stages, des stages de 1 mois. Donc moi, premier stage, et à la suite de mon premier stage, on avait commencé chez je crois, la Grande Gerbe. Après, j'avais fait un stage aussi, Potalet-Chabot. Et après, j'avais fait des stages, j'ai fait plein de stages, j'ai fait des stages... pas forcément que dans les gastros, mais après, ce qui m'a ouvert les portes, c'était le Vénitien Prestige à l'époque, à Rueil-Malmaison. Restaurant gastronomique, une grosse brigade, on était 25. Le chef était un ancien de chez M. Robuchon. C'était une grosse... une vraie... moi, ça a tout de suite plus ce côté un peu hiérarchique, on va tous au combat, c'était marrant. Moi, j'avais toujours un point de recul par rapport à comment les gens vivaient les choses. Et comment moi je les vivais, parce que moi j'avais toujours le sport, donc si tu veux, ça me permettait, c'était vraiment une soupape de sécurité, et ça me permettait de vraiment sortir d'avoir pas forcément le poids du résultat, même si je devais être irréprochable. C'était important pour moi d'être aussi redevable aux uns et aux autres par le fait que il y a des moments où je pouvais pas être là, et parce que j'avais des entraînements et on me laissait mes entraînements, mais j'ai rattrapé. Je me rappelais avec le temps largement, on va dire, cette perte de temps, si j'ose dire. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, donc tu continues le basket, tu fais CAP, BEP. Ouais. Comment, à cette époque-là, tu te dis le basket, ça sera mon travail. Enfin, en gros, est-ce que tu commences à imaginer la suite? Non, j'imagine rien. Tu vis le moment? Ouais, je vis tout de front. Pour moi, c'était important d'aller au bout de chaque chose. Les entraînements, même que ce soit les présélections, l'équipe de France, etc., les tournois et tout, j'y vivais pleinement. Et je savais que j'avais la cuisine, la pâtisserie. Et donc, après, c'était un peu particulier. C'est-à-dire que là où certains allaient fêter la victoire après les matchs le samedi, moi, j'allais directement travailler. Donc, c'était pas pareil. Donc, nous, on jouait à 16h, quand je me rappelle, en équipe des jeunes. Donc, de 16h, fallait être à 15h30, ça correspondait presque à la coupure. Des fois, j'arrivais, je finissais à peine le service, où je partais vite fait, et j'arrivais, j'avais pas besoin de m'échauffer, quoi. J'arrivais, j'étais déjà là, et je rentrais dans le match. C'était comme ça pendant très longtemps, mais c'est ce qu'a fait je sais pas, ce qu'a fait que, c'est que les gens avaient de l'empathie, de la bienveillance à mon égard, parce que vous voyez que j'étais quelqu'un de très motivé et toujours passionné, quoi. C'est ce qui fait que il y avait beaucoup de respect par l'engagement et l'assiduité dans laquelle je réalisais les choses. Il n'y a pas des personnes, soit dans le basket, soit dans la cuisine, qui t'ont dit justement, mais faut que tu choisisses. Personne m'a jamais rien demandé. Non, personne. T'étais tellement déterminé que du coup. Oui, et puis moi ça s'est fait naturellement. Il y a personne qui a osé me dire. Je me rappelle qu'un chef de cuisine m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ou c'était un deal. Et après, évidemment, au fur et à mesure que j'ai pris des responsabilités dans la cuisine, j'allais pas dire, bon chef, je suis pas au service ce soir, c'est à vous d'être là, quoi. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si on vous donne des responsabilités, vous les acceptez. Et si vous les acceptez, après, il faut savoir les respecter. Donc, respecter sa parole. Donc, c'était ça. Donc, après, ça s'est fait doucement, tout seul. J'allais moins aux entraînements, j'allais moins au match. Après, j'allais plus du tout au match. Et ça s'est fait de manière naturelle. Ouais. J'ai pas eu besoin de choisir, ou je vais pas dire un jour, qu'est-ce que je fais ça, je fais pas ça. Ouais, t'as pas eu à te prendre la tête, ça s'est fait. Non, naturellement. Une anecdote, je la répète souvent, mais
On était à New York avec des amis, on allait s'entraîner là-bas, souvent pendant les périodes d'été, pour parfaire un peu ses performances individuelles. Et ce qui a fait après que les jeunes on faisait beaucoup de camps, donc nous on était déjà dans cette on va dire, abnégation-là. Et c'est vrai que un jour je vois un appel, on me dit Alex, il y a une place qui se libère chez Monsieur Hermé, place de la Madeleine chez Fauchon. Moi j'ai pas cherché à comprendre, hein. Je suis parti, j'ai pris mon baluchon, et je suis rentré à Paris. Ouais. Et mes potes m'ont pas dit Alex, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ils savaient très bien. Et moi, c'était clair dans ma tête. J'ai pas eu de problème à me dire, j'aurais pu très bien dire oui, je pense que la génération maintenant, on va dire je suis libre, mais à partir du mois prochain. Et moi, ça marchait pas comme ça. On a une opportunité, il faut la saisir. Ouais. Sinon, on sait jamais si le train passe, il passera pas 2 fois. Ouais. J'ai interviewé Christophe Michalak qui racontait qu'il avait envoyé, je sais pas, mais peut-être 50 ou 100 lettres de motivation à Pierre Hermé pour pouvoir y aller. Puis finalement, il a réussi à avoir sa place. Ouais. Bon, et puis après, on sait ce qu'il est devenu, mais bien sûr. Mais la détermination. Ouais, il faut avoir, je sais pas. Je pense que détermination. Après, tout dépend. Se dire qu'on est déterminé, c'est une chose, mais le montrer, on est une autre. Et je pense que les gens. Il faut qu'ils voient que vous soyez déterminé, quoi, par votre engagement, votre motivation, votre curiosité, et aussi de votre servitude, quelque part. Ça, c'est important. Ouais, c'est ce qu'il raconte. Il raconte aussi que il avait ses horaires, mais que lui, il était là, je sais pas, il était en horaire d'après-midi, soirée, et lui était là dès 8h du matin. Il n'y a pas de secret. Hein. Ouais. Il n'y a pas de secret. Ouais. Non. Pas de secret. Et à partir de quand t'as compris que ta carrière au niveau de la cuisine commençait à décoller, entre guillemets? Alors ça, moi, je me suis jamais pensé, c'est la première fois qu'on me pose la question. Non, je me suis jamais posé la question de décollage ou pas décollage. Même encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je commence à peine à comprendre que je crois que l'obtention de la 2e étoile nous a permis de comprendre qu'on faisait quelque chose un peu différent. Mais franchement, moi je suis pas un tempérament à regarder ce que je sais pas comment expliquer. Je regarde pas trop ce qui se passe à l'extérieur. J'essaie de m'inhiber, de me protéger de tout ça, parce que c'est comme le basket. Vous savez, souvent quand on joue au basket, vous êtes bon un jour, mais le lendemain, si vous faites un match moins bien, vous mettez moins de points, tout de suite vous êtes sujet à la critique. Donc le sport m'a appris ça. Le sport m'a appris l'humilité, de savoir que tout peut changer du jour au lendemain. En plus, moi, j'étais arrière-shooter, donc le côté psychologique du shoot, c'est quelque chose qui est assez particulier. Mais moi, j'en ai fait mon affaire. Et du coup, je pense que je me suis mis hermétique de tout, de ce qu'on pouvait dire ou pas. Alors évidemment, il y a des choses qui touchent, mais de ce que ce que les gens, des fois, pouvaient écrire ou pas. Il y a un truc, par exemple, je sais que pour la 2e étoile, le lendemain, par exemple, moi, j'ai passé le balai devant mon restaurant pour enlever les feuilles, quoi. Voilà. Donc tout de suite, ça vous rappelle, si vous voulez, le quotidien vous rappelle qui vous êtes. Il n'y a pas de statut. C'est le regard des gens qui change. C'est pas vous changez pas. C'est le regard des gens qui change. Certains peuvent changer, mais ça, je dirais, chacun est propre à la récompense. Mais je pense que c'est ça, en fait, de rester droit dans ses bottes, de continuer, m'a toujours appris, généralement, quand on est en sélection, on vous prend pour ce que vous faites, pas pour ce que vous allez faire. Donc, à un moment donné, vous savez très bien. Donc, cette 2e étoile, je me rappelle, en janvier 2019, février, je crois. Et on est parti en vacances au mois d'août, et c'est ma femme avec une amie de mes parents qui m'ont sorti les articles. Elle dit, bon, maintenant, il faut que tu lises un peu ce qu'il dit sur toi, tu vois. Et moi, j'avais pas lu, quoi. Et en fait, je me rendais pas compte, et j'ai vu toute la presse, tout ça et tout, pour savoir, ils disent ça et tout, avant. Même des fois, ça me gêne, parce que des fois, je me dis, mais non, mais soit c'est alambiqué, ou soit les gens, ils ont des mots forts. Et c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre qu'on faisait des choses un peu différemment et qu'on touchait les gens. Puis après, on a reçu beaucoup de mails, quand même, de SMS, de gens, de gratitude, et aussi de se dire, voilà, que plus en plus on avançait, plus en plus on représentait quelque chose pour les gens. Donc on était aussi un espoir, quelque part, pour certains. Ça faisait chaud au cœur. On s'est dit, waouh. Moi, je me suis dit que c'était comment dire,
fort en émotion, très fort en émotion. Mais non, j'ai pas senti que ça. Je dirais où senti où on parle de notre cuisine, c'était avec la deuxième étoile. Déjà, ça a commencé déjà en 2019. Je voyais qu'on était un petit peu. Et puis surtout les clients, quand ils venaient, les gens ils disaient on a mangé là, ils nous présentaient leurs réservations ou leurs anciens repas. Ouais. Ah, on a mangé là. Moi à l'époque, il y avait un monsieur qui est venu, et je crois que c'est le plus gros client de chez El Bulli par exemple. Bon, qui j'aurais pensé un jour avoir le plus gros client de chez El Bulli chez nous. C'est pratiquement impossible quoi. Et le monsieur est venu il est venu une dizaine de fois. Donc je sais pas, c'est voilà. Et puis il y a des gens, il y a des chefs qui ont été un lieu de curiosité très très vite. Énormément de gens de la profession, de la restauration sont venus nous voir. Donc quelque part, vous vous dites vous dites pas ça commence à décoller, vous vous dites on a un objet de curiosité, il faut pas décevoir et Ça met la pression? alors je dirais pas ouais, ça met pas une forme de pression, je dis pas que donc je me dis que j'aimerais pas que les gens soient déçus par leur attente. C'est ça en fait. Après le travail on le fait tous les jours, donc la pression ça met nous-mêmes. Moi je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même, donc je pense que le jour J, si vous voulez, j'ai pas plus de pression que ça. Le jour J, je fais ce que je sais faire. Mais évidemment, moi, surtout, c'est le regard que je regarde et de pas décevoir les gens. C'est ça où je me dis peut-être la personne sera minorée dans ses sentiments ou sera déçue. C'est ça, moi, en fait, qui m'inquiète. Le reste, après, en toute humilité, je sais ce que je fais, quoi. Je commence je me mets pas la pression pour savoir si ça va être bien ou pas bien ou machin, parce que je goûte tout, je fais tout, donc je suis pas plus inquiet que ça. Après, on peut pas forcément être toujours au top. Ça, je l'ai bien compris, mais de manière générale, on est à 100% de nos capacités du jour, donc je suis toujours dans. Et puis il y a toujours cette attitude permanente, c'est-à-dire que je sais pas comment expliquer, c'est que même si on le refait tous les jours, je suis toujours inquiet de ça. C'est-à-dire que même si les gens vous disent c'est super, c'est merveilleux, en partant à 15h45 ou à 16h, ben vous savez qu'à 19h45, quand les premiers clients arrivent, ben, vous avez toujours cette incertitude qui est là. Ça va pas enlever votre incertitude. C'est ce qui fait aussi la beauté du fait que on rejoue tous les jours, chaque jour, quoi. C'est jamais la même chose. Ouais, c'est ça qui est dur à la fois en effet avec le sport, mais aussi avec la cuisine, c'est que en gros chaque jour est un nouveau commencement et chaque. Je pense que la cuisine, souvent il y a eu j'ai vu des choses qui sont comparatives, ils ont comparé des sportifs de haut niveau avec des cuisiniers de haut niveau. Oui, bien sûr. Moi, je peux en témoigner. Je pense que le cuisinier de haut niveau, la cuisine de haut niveau est plus importante que le sport de haut niveau. Elle a des similitudes, des parallèles, bien entendu. Mais je pense que dans l'abnégation, dans la concentration, quand on est tous les jours au turbin, c'est midi et soir, quoi. Midi et soir, c'est autre chose. Moi, j'ai fait des sélections, j'ai eu beaucoup joué. Je sais ce que ça demande comme préparation, mais je peux vous dire que on est bien. Il y a beaucoup de parallèles, quoi, beaucoup de parallèles. Mais dans la concentration, l'exigence que ce soit, la différence, c'est que vous pouvez pas faire un match moyen, quoi. Vous êtes obligé de faire un bon game, quoi. Donc là, ça demande une concentration assez. Puis comme nous, on est un peu autarcique dans le fonctionnement aussi, ça demande double de concentration. Ouais. Et la 3e étoile, vous vous y attendiez? Non, la 3e étoile, c'est juste tombé comme ça. En plus, nous, on est en période Covid depuis le mois de octobre ou novembre, je crois, si je ne m'abuse. Donc, vous êtes 2 mois et demi après, vous n'êtes pas du tout dans la 3e étoile. Hein. Vous êtes nous, on l'a donné au maximum. Nous, quand on a ouvert, on a réouvert au mois de juin, l'année d'avant. Nous, on a ouvert au plus haut niveau dans le sens où, moi, je voulais pas, on avait fermé 3 mois, je me rappelle. Le 15 mars, on a fermé. Moi, je voulais être attaqué, quoi. Je voulais être là. Donc, nous, après, nous, on a ouvert tout le temps. On était tout le temps là. Donc, on a été jugé sur ça. Mais je pense que, comme les gens s'imaginent pas, on n'est pas jugé sur une 3e étoile. On n'est pas une 3e étoile grâce au camion ou grâce aux derniers mois que vous avez travaillé. C'est de longue haleine. Je pense que le guide Michelin savent ce qu'ils font et ils ont l'habitude, l'expérience de ça. Donc, mais pour vous dire, non, ils avaient monté un truc un peu, je dirais, ils avaient caché un peu la chose, parce que j'étais invité, la cérémonie était
était à huis clos, puisqu'on n'est pas de Covid à la Tour Eiffel. On s'attend à rien. Et puis moi, du coup, moi j'apprends en fait en regardant le prompteur, en regardant l'écran. Quand il me pose des questions, je regarde l'écran et je vois Alexandre Mazia 3 étoiles. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais 3 étoiles. Donc après, tout s'est enchaîné, mais je me rappelle plus de rien en fait. Après, vous savez, vous avez une espèce de voile qui se met. Le soir, on allait chez mon meilleur ami, David Toutain. Il a sorti une bouteille, mais je pense que une super bouteille de sa cave. Et malheureusement ou heureusement, je me souviens même pas du goût qu'elle avait parce que j'étais tellement, je comprenais pas trop. Vous réalisez pas trop en fait. Pas forcément on était content, mais en fait, je sais pas comment expliquer. C'est vous faites une rétrospective sur votre vie, quoi, ce que vous avez fait, l'engagement, et puis c'est là que vous prenez conscience. C'est là où j'ai dit, c'est là où à un moment donné, je me suis arrêté, je suis rentré le soir parce que par le coup, on descend la Tour Eiffel et descendre la Tour Eiffel, il était quoi à 19h. Il y a personne, Paris était vide. Je reste à peu près 1 heure en bas et la Tour Eiffel commence à scintiller. Et là, je commence. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que nous, à quelques mètres à côté, il y a Bir Hakeim qui est à côté, le pont de Bir Hakeim. Et moi, j'allais jouer au basket au pont de Bir Hakeim. C'était mes premiers streetball, pont de Bir Hakeim où j'allais, ou qui était l'endroit où Paris il fallait jouer. Et c'est les premières fois où j'ai commencé à jouer au basket là, où les gens ont commencé à respecter le basketteur. Parmi tous les joueurs que je vous ai cités, et de se retrouver là des années après recevoir votre 3e étoile au pied, dans la Tour Eiffel, au pied de ce terrain Bir Hakeim, c'est juste fabuleux, quoi. Il y avait une espèce de boucle bouclée en train de vous dire et qui vous remémorez tout ce qui s'est passé pour être avoir cette magnifique 3e étoile, quoi. Ah, c'est génial. Ouais. Ah oui, c'était formidable. Ah ouais, c'était fou. Et là, depuis du coup que la 3e étoile est apparue, qu'est-ce qui a changé pour toi? Ah bah le regard des gens. Le regard des gens a changé. Vous pouvez aller au restaurant maintenant sans être démasqué. Vous êtes dans un hôtel, vous dites bonjour à la moitié de l'équipe de l'hôtel. Donc des fois, suivant les hôtels, ça doit faire beaucoup de personnes. Non, mais je veux dire, c'est pas désagréable. Vous savez, vous prenez un avion, vous faites un selfie avec des pilotes. C'est marrant. Puis en plus, Marseille, c'est quand même particulier parce que Marseille, comme on dit, Marseille est un village, donc les gens sont bienveillants. Moi, j'ai des gens qui s'arrêtent, même encore maintenant, ils sont au feu rouge et ils vous saluent, ils vous disent bravo. Un an après, vous dites ah ouais, d'accord, c'est super. Mais non, ce qui est bien, c'est que ça souligne aussi un engagement et une un regard de travail. Que tout ce que vous avez engagé, que ça soit aussi bien environnemental, sociétal, territorial, a du sens. Et ça, pour moi, a fait sens. Et puis aussi sur l'engagement de notre cuisine, c'est-à-dire que au-delà qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est la rigueur qu'on s'est imposée pour faire ça. Puis on continue à le faire. Donc quelque part, comment expliquer, c'est que elle est là, mais en fait, on n'a pas de poids de 3e étoile. Au contraire, moi, je suis plus tranquille. C'est-à-dire que au début, je me suis dit peut-être que les gens, vous vous posez plein de questions. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens sur le lieu ou pas parce qu'on n'a pas des standards classiques. Ouais. C'est brut. Voilà, et quand les gens viennent, en fait, après, ils vous envoient des mails, ils vous disent voilà, merci de cette expérience, c'est incroyable. Ils vous parlent que du paysage de vos assiettes, de l'émotion qu'ils ont ressentie, du partage du moment. Et il y a que ça qui compte. Ils vous parlent pas de la vie ou quoi que ce soit. Et vous restez un souvenir dans la tête des gens. Donc ça c'est génial, c'est fantastique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions dans ta cuisine. Moi, j'étais venue l'année de ta 1e étoile. Alors, je sais plus si c'était avant ou après que tu l'aies eu. Ouais. Et clairement, tu vois, avec mon mari, ça faisait partie de nos plus belles expériences. Et on a eu la chance de faire plein de grands restaurants et tout. Et donc, je suis venue récemment, maintenant que tu avais la 3e étoile. Et pareil, il y a une émotion. Alors, c'est la première fois de ma vie que je faisais un 3 étoiles, donc je peux pas comparer avec les autres. Faut y aller, il y a plein d'autres beaux 3 étoiles. D'ailleurs. Ouais. Mais on vit un truc en plus, en fait. Il y a quelque chose en plus, en fait. Il y a une âme, ce qu'on disait, il y a une sérénité dans les équipes. On voit que les gens sont heureux de travailler ici. Il y a vraiment un apaisement et bon, évidemment en termes de goût on n'en parle même pas, mais il y a un truc en plus ici qui fait que c'est gentil. Après nous on donne tout,
comme je dis, ils ont compris de la manière dont j'étais, donc franchement, on donne tout, quoi. On donne le meilleur, donc des fois on peut donner le meilleur, ça se passe pas bien, mais tous les gens ici sont gentils, sont vraiment gentils, sont vraiment passionnés, passionnants, sont tous d'une motivation incroyable. Ils aiment ce qu'ils font, ils le chérissent. Il y a beaucoup d'attention. Oui, ouais. Je pense, ouais. Et puis même Marco, qui raconte l'histoire aussi au quotidien, fait que c'est la valeur ajoutée aussi du supplément d'âme que. Voilà, et puis tout le monde, je pense, a un regard posé sur chaque gourmet, chaque gourmand, pour être le plus attentif possible. Ouais, je dirais dans la minutie émotionnelle. C'est important. C'est marrant parce que en janvier, j'ai plus de chômage depuis janvier et en fait, je m'étais dit que j'allais m'offrir un cadeau parce que j'arrive enfin à me rémunérer avec mon projet, donc c'était quand même cool. Ce qui est super chouette, merci. Et en fait, c'est drôle parce que je m'étais dit que j'avais envie de m'offrir un cadeau qui reste parce que c'est un truc et je l'avais pas matérialisé comme ça, mais en fait, c'est le dîner chez toi, mon cadeau de mon premier salaire. Comment t'écoutes ton intuition? C'est quelque chose qui vient comme ça, c'est-à-dire que c'est compliqué au début, elle vous fait peur, dompter l'instinct, c'est pas bon. Faut faire confiance à l'instinct. Après, il y a des instincts qui sont pas bons, mais je me suis trompé beaucoup de fois, mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas, il y a quelque chose que vous sentez ou pas et qui vous dit ça va être bon ou pas bon, donc que vous voulez retranscrire. Les intuitions, je dirais, je suis pas très bon, mais dans l'instinct, je sais pas, je me débrouille pas trop mal, mais encore. Mais j'essaie de faire attention à tout ce qui se passe autour de moi et de sonder les énergies. Ouais. C'est les énergies qui vont me dire si ça va le faire ou pas. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de se dire, c'est pas forcément que pour moi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai un regard sur l'ensemble, donc je me dis, il faut que ça puisse faire une cohésion générale et faire en sorte que ça puisse que le groupe puisse bien vivre. Moi, c'est ça ma prérogative. Se dire, voilà, comment va vivre le groupe de ça et de ça et de ça, sans forcément se sentir, je sais pas comment expliquer, je dirais pas déçu, mais démotivé, quoi. Le principal, c'est de choyer tout le monde et de faire attention à que toutes les prises de décision soient prises dans l'intérêt du groupe. Toujours. C'est pas dans mon intérêt. Si je pourrais, ce que je disais, que je leur disais samedi, c'est-à-dire que si j'avais pris une décision juste dans mon intérêt, ben, je pense qu'on serait pas tous là aujourd'hui, quoi. Donc, c'est juste une décision, générale. Après, moi, je mène le bateau, mais des fois, il y a des décisions, que je prends, parfois, même, les gens me disent, mais t'es fou de faire ça, pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est l'intérêt général. Tu penses à quoi, par exemple? À tout. Que ce soit pour les jours de fermeture, parce que du coup, vous êtes fermé Nous, on est fermé dimanche, lundi, mardi, enfin, au public. Là, ils viennent ce matin pour faire un peu de mise en place, jusqu'à midi. Après, on est fermé 3 jours. On fait beaucoup de choses à l'extérieur ensemble. Voilà, que ce soit aussi le nombre que l'on est. Hein. On est quand même 24. Donc, pour combien de couverts? 24 pour 24 couverts à peu près. Ouais. Donc, on va en plus à partir du mois du 20 juillet, on va passer à 20 couverts. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, pareil, quand les gens me disent je suis un fou, c'est qu'on va enlever la table de 6 qui est là-bas au fond. On va aller au bout. Ok. Et on va créer une plonge un peu descente pour mon plongeur, même si elle y est déjà, mais voilà, pour qu'on puisse, pour qu'ils aient un confort de travail encore plus, pour aussi, nous on n'a pas d'office, hein, on n'a rien, donc on fait tout au pied levé. Faire tout au pied levé, ça demande une exigence, mais aussi ça demande il y a une usure qui se passe, donc. Aujourd'hui, voilà, il est important pour le confort des équipes, pour tout le monde, d'avoir ce support de travail et de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, le but c'est de durer et à chaque fois, voilà, de construire quelque chose, un outil de travail qui nous permet de donner le meilleur. Moi, je dis le meilleur restaurant du monde, c'est le meilleur restaurant du monde, c'est le restaurant qui offre les meilleures conditions de travail. C'est ça le meilleur restaurant du monde. Et voilà, moi, ça a toujours été. Des fois, j'ai toujours dit il y a des choses que je voulais faire, mais j'ai pas pu réussir à faire parce qu'économiquement, ça a un impact. Et que des fois, je leur parle pas trop de ça, mais des fois, c'est pas évident économiquement parce que moi, je suis seul. J'ai rien, j'ai pas d'actionnaire, j'ai pas de fonds d'investissement, j'ai rien. Donc, je me suis fait tout seul. Donc, c'est vrai que, il faut faire attention à tout ce que ça
ce que ça comporte et tout engagement, même que ça soit aussi au niveau matériel et tout, il faut bien réfléchir et penser. Ouais, c'est ce qu'on dans ma vie d'avant, je travaillais dans l'expérience client. Ouais. Et dans l'expérience client, on appelle ça la symétrie des attentions. Le fait qu'en gros, si ton équipe n'est pas bien, tes clients peuvent pas être bien. Ouais. Ben voilà, tu vois. Ouais. Comment tu célèbres tes réussites? Alors moi j'ai un problème avec ça. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte par exemple, tu vois, on n'a pas encore fêté notre 3e étoile. On l'a fait le jour même quand on l'a su, mais on l'a pas fêté. Je sais pas comment expliquer. Nous, chaque samedi déjà, on fait un petit pot ensemble. Avant de partir, en fait, les pâtissiers font des pâtisseries, on fait des préparations salées, on boit une champagne ou un vin blanc ou un vin rouge. Chaque samedi soir avant de partir. Pour Génial. moi, c'est toujours été important ça. Mais c'est vrai que je sais pas comment exprimer. C'est quelque chose pour moi parce que je le vois pas comme ça. Donc, alors j'essaye maintenant de faire en sorte que tout le monde le vive parce que pareil, les gens ont besoin de le célébrer et puis je pense que c'est important, ça marque aussi les esprits. Et donc là bientôt on va fêter la 3e étoile. Je vais les inviter je leur dis pas encore, mais dans un endroit pour la fêter. Mais je dirais que je sais pas comment exprimer. Je pense que c'est ma pudeur ou le fait que je me dis rien n'est jamais acquis. À un moment donné, moi je suis un extrême pragmatique. Voilà. Je peux apprendre d'être dans les meilleurs restaurants du monde et où tous les gens vont être mangés pour moi, mais moi je me dis bon, ok, super, mais what else quoi, c'est quoi le truc, tu vois? Et parce que mon quotidien, moi je suis dans mon quotidien. Et ça j'ai beaucoup de mal. Ma femme d'ailleurs des fois elle me dit prends le temps Enfin ma femme elle m'a dit mais un jour elle m'a fait prendre conscience des choses quand j'ai commencé mes travaux que je voulais pas, etc. et tout machin. Mais elle me dit si t'en as envie, il faut que tu le fasses. Regarde, c'est bien pour toi, pour tes équipes et tout. Et elle m'a dit un jour un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit mais tu sais que tu es chez toi. J'ai dit comment ça? Elle m'a dit tu sais que c'est ton restaurant, tu es chez toi, tu peux faire ce que tu veux. Même si tu feras pas, parce qu'au début vous apprenez ce que vous pensez que c'est bien de faire ça, mais en fait finalement c'est de pouvoir faire au mieux pour tout le monde et de voir si vous sentez quelque chose, faut le faire. Et c'est ça qui est important. Et donc moi c'est pas forcément une victoire. C'est on a fêté je crois qu'on avait fait une fête au Good pour fêter nos 4 ans de restaurant, 5 ans. On essaie de faire on vit beaucoup de moments, on va dire, hebdomadairement, qui fait qu'on fait jamais trop grandes fêtes. Mais on va le faire pour la 3e étoile. Ouais. Ouais. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, c'est-à-dire? Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu t'es dit pourquoi pas moi, par exemple en voyant un chef qui a sa 3e étoile, pourquoi pas moi, pourquoi moi j'aurais pas cette Non, je pense que je suis pas comme ça, je pense que non. Ah non. Je pense que ce qui fait que moi, si vous voulez, je me suis jamais dit un jour ah non, pourquoi pas moi, non, c'est pas ça, je pense que ça n'a jamais été mon truc. Au contraire, moi je suis content pour les gens qui réussissent et il y a pas forcément, c'est pas forcément de la jalousie derrière le pourquoi pas moi. Je sais, ouais. Mais non, j'ai jamais pensé, non. C'est bizarre, hein, parce que toi, jamais je me suis posé cette question, tu vois. Alors. C'est quoi pour toi la réussite? Ah, c'est les enfants. Pour moi, c'est les enfants. C'est les enfants. Là, pour moi, c'est important, c'est ça la réussite. Ça la réussite. Après, il y a la réussite professionnelle, voilà, elle est là, et quand elle est là, tant mieux. Mais pour moi, cuisinier, c'est 3e étoile, c'est juste extraordinaire. On nous annonce encore beaucoup de belles choses, tant mieux. Mais je dirais que la réussite, pour moi, c'est les enfants. C'est accompagner vos enfants à devenir des citoyens respectables, respectueux et à s'épanouir. Pour moi, c'est ça. C'est les choses la plus dure, je crois. C'est le programme que je me suis mis dans ma tête, mais c'est un programme. Je me rappelle, ça c'est chapeau à mes parents, même si des fois ça n'a pas été forcément facile pour moi, mais c'est dur, mais tellement beau. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Alexandre dirait s'il te voyait, le petit Alexandre de 6 ans, s'il te voyait aujourd'hui? Ah, le petit Alexandre, il me dirait, tu t'es pas mal trop démerdé, mec, c'est pas mal. Continue, va dans les démerder. Il me dit, sauf qu'il lui dirait peut-être repose-toi, fais gaffe un peu quand même. Il dirait ça. Mais il dirait, je pense qu'il lui dirait papy est fier de toi. Reste fidèle à tes valeurs. Continue à écouter ton instinct. Il dirait voilà, est-ce que tu veux qu'on aille
est-ce que tu veux qu'on aille faire de la bouée dans les rouleaux? Et je dirais ouais. On dit que quand dans la vie, il y a des choix, il y a des renoncements. Ça a été quoi tes renoncements à toi? Alors, j'appelle pas ça comme des renoncements, mais c'est simplement, je pense que moi, j'ai jamais trop fait la fête. C'est sûr et certain. Je pense que j'ai vécu de manière très seule pendant très très longtemps. Mais c'est comme ça. Moi, la solitude fait partie de mes attributs. Je le sais maintenant. Mais ça toujours, voilà, c'est comme ça. Et je dirais, renoncer. Je sais pas, il y a des choses que je me suis refusé de faire pour pas salir mon âme, quoi. Ça, c'est pas possible. Travailler pour des gens ou des endroits à lesquels je pouvais plus ou je pouvais pas, quoi. C'est pas possible. Je pense que l'intégrité intellectuelle, elle a pas de prix, quoi. Si vous êtes bien raccord dans votre tête, c'est ce que j'ai appris au long de ces années, c'est d'être en raccord avec soi-même. Raccord avec les autres, c'est une chose, mais raccord avec soi-même, c'est le plus important, quoi. C'est essentiel. Ouais. Sinon, notre corps nous parle. Pardon? Sinon, notre corps nous parle. Eh ouais, je me dis, ouais, à un moment donné, ouais, puis même, je sais pas, ça me paraît, ouais. Pour moi, c'est évident. Mais il faut savoir le protéger, ça aussi, et comment se construire comme ça, ouais. Pas facile. Comment tu fais pour le protéger? Ça dépend de quoi, mais après, c'est facile, hein. Moi, je vis d'une manière assez simple, en fait. Je m'impose pas ou je me cache pas de quoi que ce soit, je fais les choses naturellement, je fais, j'essaie de protéger mes enfants de choses qui pourraient les polluer, comme les choses je pourrais imaginer tout genre de succès ou genre de trucs qui n'est rien, en fait, c'est juste du travail. Ça, c'est important, la valeur du travail et préserver le travail. Et puis se protéger, c'est vivre avec ce qu'on aime. Les gens connaissent Alexandre Mazia là, peut-être comme ça, mais on va dire le vrai, ils le connaissent pas. Ouais. Ça, le plus important. Et tes enfants, ils le vivent comment, le fait que tu sois plus célèbre? En plus, tu as été dans Top Chef et donc du coup... Ah non, ça, ils ont pour ceux là-dessus, je pense qu'ils ont hérité de comment je vois les choses, c'est-à-dire que ça coule sur eux, quoi. C'est pas... Tant mieux. Il y a pas de... On regarde, mais si vous voulez, il y a rien de, comment dire, qui laisse transpirer quoi que ce soit là-dessus. Moi, mon fils regarde Top Chef, il dit c'est cool, je suis passé, mais c'est top, basta, quoi. Après, il y a des potes qui vont dire ouais, ton père faisait Top, ouais, ok, c'est tout, stop. Il va pas, voilà. Ma fille est plus jeune, donc ma fille, elle, à part sa maîtresse ou ses tatas, j'allais dire, mais non, le reste, non, le reste c'est cool. Le reste, on le vit de. C'est quand on commence à en faire un pataquès que ça devient compliqué. Mm-hmm. Si vous faites les choses simplement, il n'y a pas de raison qu'il y ait des contraintes, quoi, hein. Après, il faut faire attention aux sollicitations des gens qui vous demandent beaucoup de choses. Et ça, se protéger, c'est savoir dire non. Et les gens, des fois, quand vous dites non, ils ont l'impression que vous avez la grosse tête, mais c'est juste dire à un moment donné, c'est pas le moment. Et puis, ça ne me ressemble pas, et puis, il faut avoir l'énergie, le temps pour pouvoir le faire aussi avec les gens. Et ça, les gens, des fois, l'oublient. Ou les gens vous disent, oui, ça fait longtemps que je te suis, tu comprends, oui, d'accord, ok. Longtemps que tu me suis, mais t'es jamais venu me voir. C'est bizarre. Puis, ceux qui apparaissent depuis, vous avez pas vu pendant 20 ans et qui vous disent que ce sont vos amis. Voilà, vous restez poli, tout ça, bien sûr, sans problème, mais voilà, vous savez que c'est littéralement faux. Ouais, il faut avoir un bon mental. Ouais, mon mental, ouais. Un mental, mais il faut rester droit dans ses basques. Ouais, et puis il faut rester. Bien dans ses baskets. Ouais, et puis je pense qu'il faut pas se laisser embraser. Faut juste, ça va pas changer du jour au lendemain. J'ai pas changé d'amis du jour au lendemain, ou pas changé de gens là, et qui. Moi, j'ai eu la chance de voir dans le monde du sport des gens s'embraser et faire n'importe quoi. Et je le savais que ça allait partir en cacahuètes sucrées, si j'ose dire. Donc, j'aime bien la notion de cacahuètes sucrées. Donc, à partir de là, vous faites, faut faire, il n'y a pas de raison. Vous êtes fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous faites. Le reste, c'est que futilité. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? La méconnaissance. Je pense qu'à un moment donné, je me suis retrouvé en retour d'Afrique avec une méconnaissance de beaucoup de choses, que ce soit en culture générale ou même en relations humaines. Une naïveté tellement évidente qu'après, je me suis construit dans quelque chose qu'il fallait que j'ai dû savoir. Pas le savoir pour le montrer, mais comprendre. Et à partir de là, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Ça a été difficile. Puis après, il y a eu, comme tout le monde, hein, je pense que le fait que vous pouvez pas manger à votre faim certaines fois, ça vous met d'équerre. Face à la maladie aussi.
Quand vous avez des amis ou des proches qui sont malades, cancer, etc. et tout, ou qui sont décédés de ça, ça en quelques mois, ça vous apprend la vie, comme tout le monde. Mais le fait de pas pouvoir manger, de pas avoir un toit, ouais, ça vous apprend la life. Parce que ça t'est arrivé? Ouais, ça m'est arrivé, mais bon, je le vis bien. Hein. C'était quand? Oh, c'était il y a fort heureusement, pas mal de temps. Où j'ai compris que la fratrie avait des limites et que le poste que j'avais était envié et que les gens m'aidaient pas, quoi. Donc voilà, vous dormez dans une bagnole parce que vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de quoi, voilà, au début payer un loyer, tout ça. Bah, c'est pas grave, c'est normal. Parce qu'on peut pas demander à chaque fois de porter caution et tout, mais ça m'a appris la vie, quoi. Et puis voilà, et puis vous l'apprenez, puis vous le faites. Et puis ça, vous l'oubliez jamais. Non, vous l'oubliez jamais. Vous savez où vous êtes, machin. Pour ça, des fois, ma femme, ou même me dit, mais vous vous rendez compte, tu fais ça, c'est n'importe quoi. Mais t'inquiète, moi, j'oublie pas. T'inquiète, j'oublie pas. J'ai interviewé une femme exceptionnelle qui s'appelle Ashley Tayeb, je sais pas si tu vois, et qui a été du coup SDF pendant 4 ans et qui s'est relevée et tu te dis mais enfin c'est c'est un autre parcours de vie hein, parce qu'elle a été héroïnomane et tout mais c'est une femme incroyable, exceptionnelle, incroyable dans sa parcours de vie. Ouais. Mais ça vous apprend la vie. Ouais. C'est ça, c'est quand tu te relèves de ça. Et puis la rue c'est dur. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. Ça a été quoi tes peurs quand t'as ouvert ton restaurant? Sur mes peurs. Ouais, je pense que quand je fais les choses, je pense que je me rendais même pas compte qu'il pouvait se passer quelque chose. C'est tellement déterminé dans ce que je voulais faire qu'il n'y a pas de peur. Les peurs, oui, au début vous avez les peurs de pas avoir de clients, les peurs de savoir comment vous allez, si vous allez pouvoir payer. Au début on était 3, 4, payer vos salariés, mais pas plus que ça en fait. Avec le recul, pas plus que ça. Parce que je me suis toujours dit que ça marche pas, ça sera autre chose. Je suis pas inquiet de ça. Moi, je suis pas inquiet de la vie dans le sens où je suis un travailleur. Donc, à partir de là, si vous voulez, je suis pas forcément là-dessus. Après, j'ai toujours des craintes, mais avant, c'était ça. Après, les craintes, c'était surtout que voilà, l'électricité coupe. Je pouvais pas faire ça en plein service. Pas mal de choses comme ça qui sont arrivées. Il y a eu le feu ici, juste derrière vous, là, la lampe, là, en pleine nuit. Ah ouais, c'était chaud, ça aussi. On a passé pas mal de choses, mais non. Après, c'est mais ça, c'était. Après, c'est ça. Après, le reste, je pense que je suis tellement construit dans une détermination que, non pas que je pensais que le restaurant allait marcher ou pas. Hein. Bien au contraire, mais je suis tellement concentré sur la cuisine, sur ce que je voulais faire, etc. Et tout, que c'est plus fort que tout, quoi. Je pense que ça vous enlève de la peur. Ouais. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Quoi, je suis le plus fier aujourd'hui? Je dirais. C'est ma fille et mon fils, ouais. Si tu croises quelqu'un dans la rue qui te dit que tu n'en es là que grâce à de la chance, qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Je dirais ce que disait mon grand-père, la chance, c'est la rançon du travail. Vas-y, travaille. Ouais. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu voudrais donner aujourd'hui? Je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est juste d'être soi-même. Et de ne pas avoir peur d'être soi-même. Je pense que c'est important, d'assumer qui on est. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Oui, c'est mon grand-père, il a beaucoup de conseils. Le plus beau conseil qu'il m'ait donné, c'est... il y en a plusieurs. La parole vaut l'homme, l'homme ne vaut rien. Il faut que personne n'ait 2 mots sur toi. Et ensuite, aime ton métier et un jour il te le rendra. Enfin, il m'avait dit surtout, quel que soit le métier que tu fasses, aime-le, car un jour il te le rendra. Ça, je me rappellerai toujours de ça. Cette phrase, il m'avait dit, il me l'arrivait, on était sur le pont. Je me rappelle toujours, il était sur le pont de l'embarquement à Sablonceau. Il m'avait dit ça. Ouais. Il était avec sa canne à pêche, il m'avait dit ça. Je vois même encore je revois le moment. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, c'est qu'on va faire les travaux au mois de juin. Là, on fait les travaux le 12 juin jusqu'au 20 juillet. On va rouvrir le restaurant avec 4 couverts en moins. C'est de garder la même équipe avec moins de couverts et de faire en sorte qu'on puisse garder le même confort de travail qu'on a aujourd'hui. Ça, c'en est un. Déjà qui est demain. De faire en sorte qu'on réalise. Il y a un film qui a été fait. On a demandé pour faire un film sur l'histoire du restaurant. Ah, génial. Donc, ça va être un défi aussi. D'aller cet après-midi à la kermesse ou je sais pas quoi de ma fille. Là, ils sont tous le carnaval. Ouais, ça va être un défi pour moi. Parce que moi, c'est des lieux où je me sens pas du tout à l'aise. Je me sens pas bien. Mais vraiment, je me sens pas bien. C'est comme quand on va boire un verre ou les gens machin. C'est un environnement que je sais pas où je suis et je me sens pas bien du tout. Je suis pas à l'aise.
Ça va être un défi pour moi. Mais bon, ça, c'est les défis de la vie. Donc, il faut que j'apprenne. Aujourd'hui, du coup, tu as le resto AM qui a 3 étoiles. Ouais. T'avais ouvert un food truck Ouais. à l'occasion du confinement. Ouais, on va réouvrir le food truck bientôt. On arrive le food truck bientôt. On va le remettre, on va essayer de le remettre. On est en train de voir avec la mairie de Marseille, j'espère, de pouvoir le remettre à l'emplacement où on était. Pour moi, c'est important parce que voilà, c'était un investissement lourd pour le restaurant. On a réussi à garder les équipes en place. Les gens nous le redemandent. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent le camion avec évidemment ce que l'on avait fait, mais une nouvelle formule plus adaptée et plus street food pour les personnes et en même temps voilà, moins onéreuse parce que elle était un peu beaucoup plus onéreuse parce que pendant le confinement, parce qu'on travaillait des produits du restaurant et que les gens voulaient aussi manger un petit peu de ce qu'il y avait dans le restaurant, comme les Saint-Jacques de plongée. Donc il y avait beaucoup plus, on va dire, adapté street food. Donc ça c'est super. Plus des chambres d'hôtes qui vont ouvrir au Good. Ah, génial. Ouais. Top. Quand? Bientôt. Bon, quand l'info sortira, je la relayerai. Avec plaisir. Et j'avais lu aussi que tu avais ouvert un restaurant avec ton frère. Non, c'est fini ça. Il a été vendu. Ouais. Ok. Ça a été vendu à Aix. Ça a été vendu il y a maintenant pratiquement 1 an. C'est vendu. Il n'y a plus rien. Donc si on veut découvrir ta cuisine, c'est ici, c'est à M ou ça sera au food truck. Je l'espère bientôt. Et si on est champion olympique Ah, et si vous êtes qualifié pour les Jeux Olympiques, ouais, c'est bien. Au village des athlètes à Paris, village des athlètes, au village olympique pour 2024. Ouais. Ça c'est un super événement. On m'a proposé ça c'est grâce à Akram Benalal qui est dans la boucle. Et du coup, super quoi. Du coup, un événement merveilleux où vous rencontrez évidemment tous les athlètes français, internationaux. Impossible de refuser de participer à un tel événement. Quoi. C'est un joli trait d'union aussi. Ah ouais, c'est super. Ouais, moi, je suis très content de ça. Je suis heureux de ça et de pouvoir amener peut-être mes enfants à des manifestations. Mais en plus, le village olympique, il est vraiment autarcique. C'est que pour les athlètes. Vous n'avez pas le téléphone, vous n'avez rien. Donc c'est vraiment vivre l'instant avec les athlètes. C'est super. J'espère. Voilà, je ramènerai des souvenirs plein la tête et puis se retrouver indirectement peut-être à participer à la performance des athlètes, c'est génial. Ah, c'est super. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? J'ai pas entendu parler. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Ah, merci à toi pour parler de notre histoire, déjà c'est super. Merci, je sais, merci à mon grand-père pour tout ce qu'il m'a inculqué et les valeurs qu'il m'a donné. Puis surtout merci à mon épouse de me supporter dans ma folie quotidienne, de me permettre parce que si je suis là aujourd'hui c'est grâce à elle aussi parce que de pouvoir d'avoir fait ce qu'elle a fait, inhiber ses envies ou son plan de carrière pour que moi je puisse me réaliser, c'est quelque chose que vous comprenez après et vous vous dites la personne elle vous aime vraiment quoi pour pouvoir accepter ça quoi. Donc, sinon on serait pas là. Je pense que si j'avais pas eu cette quiétude pour travailler autant, ça aurait pas marché. Quoi. Parce que du coup, tu es là tous les mercredi, jeudi, vendredi, samedi, midi et soir. Ouais, moi je suis là tout le temps. Là, j'étais là ce matin. Bon, là, j'étais au Good justement pour le chantier. Je suis arrivé juste avant que tu arrives, là, à 9h30, mais ils sont là le matin à 8h. Moi, je suis là, je dépose ma fille à l'école. Je me suis imposé aussi ça. Avant, je déposais pas ma fille à l'école. C'était dur. Donc je dépose ma fille à l'école à 8h20 et comme ça à 8h30 je suis là. Tous les jours et puis je commence à 8h30 et je finis à minuit et demi, je suis à 1h à la maison. Ouais, du coup c'est un rythme de vie particulier. Très particulier. Mais bon, la cuisine c'est ma vie donc je peux pas faire non. Ouais. On la remercie parce que du coup grâce à elle on peut se régaler. Ouais, j'espère. Ouais. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Ah oui, j'espère. Ciao. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi. Pour en savoir plus sur le restaurant intitulé AM d'Alexandre Mazia, je vous mets le lien sur le blog de Pourquoi pas moi. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous et mettez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous donne rendez-vous demain sur la newsletter de Pourquoi pas moi. Au revoir.